Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Sens Public, débat, reportage, chronique et expertise de nos invités. C'est ce que l'on vous propose tous les jours à 18h et 22h sur Public Sénat, avec au sommaire de ce 24 juin l'échec du conclave sur les retraites et la décision du Parti Socialiste de déposer une motion de censure contre François Bayrou. Les jours du Premier ministre sont-ils comptés à Matignon? Les avancées négociées par les partenaires sociaux sont-elles forcément perdues? Les Français rêvent-ils encore d'un retour aux 62 ans l'âge légal? On répond à toutes ces questions dans une minute. Et puis dans la seconde partie de notre émission, ce fragile cessez-le-feu entre Israël et l'Iran. Le cessez-le-feu est entré en vigueur ce matin. Ce matin, on peut dire que Tsahal a pleinement atteint tous les objectifs définis dans l'opération Lion dressé. Le chef d'état-major a donné pour instruction de maintenir un haut niveau de vigilance et de préparation pour une réponse puissante à toute violation du cessez-le-feu. Donald Trump fait savoir qu'il a pesé de tout son poids pour obtenir ce cessez-le-feu. Mais que veulent les belligérants? L'ayatollah Khamenei a-t-il sauvé sa tête? Le programme nucléaire iranien peut-il renaître rapidement? Et puis quel bilan peut-on faire de la politique étrangère de Trump depuis 5 mois après son retour à la Maison-Blanche? Ne ratez pas l'analyse de nos experts, ce sera dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, cette journée où la fumée est restée désespérément noire au-dessus du conclave sur les retraites malgré les efforts de François Bayrou. Fabien Recker. Les 3 syndicats qui étaient encore dans la discussion sur les retraites, reçus à Matignon pour une consultation de la dernière chance. Au lendemain de l'échec du conclave, c'est désormais à François Bayrou de trancher les points de désaccord, affirme la CFDT. Je pense que c'était important qu'aujourd'hui on se dit le conclave est terminé, voilà où on en est des discussions. Là après, moi je lui dis, prenez vos responsabilités. S'il n'y a pas de réparation de la pénibilité, s'il n'y a pas de financement équilibré en termes d'efforts, ça sera sans la CFDT. Côté patronat, on rejette toute responsabilité dans l'échec du conclave, alors que la gauche et les syndicats accusent le MEDEF et la CGPME d'avoir sabordé les discussions pour maintenir le statu quo et la retraite à 64 ans. Le moins qu'on puisse dire, c'est que nous avons été de bonne foi et extrêmement constructif dans ce débat. Donc tout à fait d'accord pour transmettre au Premier ministre, à la ministre du Travail, cette liste qui va être courte, des points de friction qui demeurent avec les organisations syndicales, toujours dans l'esprit d'aboutir. Cet après-midi à l'Assemblée nationale, le Premier ministre l'assure aux députés, il croit encore à un compromis, mais à une condition. Quel que soit le chemin législatif ou réglementaire que nous prendrons, il est pour moi inacceptable de laisser détruire l'équilibre financier si difficile à trouver dont nous avons le plus urgent besoin. Réaction des socialistes qui avaient épargné la censure à François Bayrou cet automne en échange de la réouverture du dossier des retraites et d'une discussion sur l'âge de départ. Vous avez pris des engagements pas tenus sur ce sujet comme sur bien d'autres. Cela nous contraint, monsieur le Premier ministre, à déposer une motion de censure contre votre gouvernement. Pour François Bayrou, le dossier des retraites, censé incarner sa méthode en matière de dialogue social, est en train de se retourner contre lui. Impuissant à mettre d'accord les partenaires sociaux, il est une nouvelle fois menacé de censure. Les jours de François Bayrou à Matignon sont-ils comptés? Cette réforme des retraites peut-elle encore être améliorée par les partenaires sociaux? On en débat avec Franck Morel. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes secrétaire national d'Horizon sur le travail et l'emploi, ancien conseiller social d'Édouard Philippe à Matignon, expert à l'Institut Montaigne. Et vous publiez avec Bertrand Martineau, c'est aux éditions Hermann, ce livre « Le travail et la solution ». Aurore Malval, bonsoir et bienvenue. Heureux de vous retrouver sur ce plateau. Vous êtes grand reporter à Marianne. Gaël Sliman, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Président, cofondateur d'Odoxa, vous publiez notre baromètre commun, baromètre du mois de juin avec Mascaré pour Public Sénat et la presse quotidienne régionale, et on s'appuiera notamment sur toute la dimension de popularité de l'exécutif et d'autres personnalités, notamment à droite. Sophie Dravinel, bonsoir Sophie, éditorialiste politique, Thomas. Bienvenue à vous. Donc le Parti Socialiste, on l'a vu, dépose cette motion de censure. Franck Morel, est-ce que ça veut dire pour autant que les jours de François Bayrou à Matignon sont comptés? Non, pas forcément, parce que pour voter la censure, il faut l'addition du Parti Socialiste notamment et du Rassemblement National. Et la position du Rassemblement National, elle est ambiguë aujourd'hui. En tout cas, elle n'est pas
d'aller de manière déclarée dans le sens d'une censure. Alors la difficulté en revanche, c'est que retour à la case départ, c'est-à-dire François Bayrou se trouve désormais dans la situation où se trouvait Michel Barnier avant qu'il ne soit censuré, ce qui rend les choses effectivement extrêmement compliquées. Ouais. Mais on peut revenir peut-être sur le conclave en tant que tel. Oui. On aura le temps de le faire, mais allez-y en quelques secondes. Non, ce que je pense intéressant de noter, c'est que évidemment c'est un échec, mais il y a quand même des motifs d'espérer pour l'avenir sur un certain nombre de points d'évolution qui se sont dégagés dans les discussions. Oui. Et je veux retenir ce verre à moitié plein. D'accord. On parlera pénibilité, on parlera effectivement du travail des femmes. En tout cas, le premier secrétaire du Parti socialiste, on va rester sur le chapitre politique pour commencer, c'était dès ce matin chez nos confrères de BFM, il anticipait, il justifiait déjà la décision de déposer une motion de censure. On écoute Olivier Faure. Moi, je veux croire à la parole d'un Premier ministre qui s'engage par écrit. Et par écrit, il a dit le Parlement aura le dernier mot, qu'il y ait accord ou pas accord. En tout état de cause, le Parlement aura le dernier mot. Ce sont exactement les mots écrits. Le Parlement je voulais croire que le Premier ministre avait une parole fiable. S'il ne l'a pas, eh bien, nous avons tendu la main une première fois. Il n'y aura pas de deuxième fois. Si le Parlement n'est pas saisi, si nous n'avons pas la possibilité, y compris de déposer des amendements qui permettraient de définir quelles seraient les conditions d'un retour à l'équilibre en échange d'un retour à 62 ans, eh bien, effectivement, nous irons vers la censure. Bon, c'est le Parti socialiste qui est en première ligne, mais c'est effectivement le Rassemblement national qui détient la clé au Malval. On a l'impression qu'il y a des tiraillements au sein du RN, la tentation d'y aller, même si effectivement officiellement c'est pas la position qui est annoncée. Effectivement, il y a en tout cas l'électorat du Rassemblement national et lui un électorat contestataire, oui. Et il souhaite y aller. C'est-à-dire que pour eux la réforme des retraites est un sujet, comme pour d'ailleurs une majorité de Français, mais ce retour justement à 62 ans, ils y tiennent. Et effectivement, il y a c'est déjà ce qui s'était passé avec la première motion de censure contre Michel Barnier. Le Rassemblement national était aussi un petit peu dans le flou, et c'est véritablement les remontées du terrain des députés où ils ont dit, notre électorat nous dit, allez-y, on ne comprendrait pas que vous n'y alliez pas. Faites tomber à l'époque Michel Barnier. Voilà. Mais ça peut être le même discours. Ça peut être un petit peu le même discours. C'est compliqué. D'ailleurs, on voit et le Parti socialiste a d'ailleurs, je dirais, d'autant plus de latitude pour demander en fait cette censure qu'ils savent qu'elle ne sera vraisemblablement pas votée. En tout cas, pas tout de suite. Pas tout de suite, parce qu'on a vu que le Rassemblement national avait commencé à déminer le sujet. Déjà, dès la semaine dernière, que finalement, c'était pas une ligne rouge. Il y a cette expression d'ailleurs assez intéressante de Jean-Philippe Tanguy qui dit ce week-end, il faut acter que finalement, il ne se passera rien pendant 2 ans. Et nous, on remettra ce projet de réforme des retraites en 2027. Mais avant, ça ne sert à rien de toute façon de se battre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a véritablement d'ailleurs 2 lignes au sein du Rassemblement national sur cette question des retraites, qui va être d'ailleurs de plus en plus marquée. On voit qu'il y a aussi un pas de 2 qui se joue avec le groupe d'Éric Ciotti, UDR, qui vote systématiquement, lui, pour des mesures beaucoup plus libérales, et le Rassemblement national, lui, vote contre. Donc il y a déjà ce jeu qui s'instaure, mais même au sein du Rassemblement national, on a un Jordan Bardella qui, à chaque fois qu'il est devant les patrons, dit que finalement, le totem de l'âge légal du départ à la retraite, c'est pas si grave, qu'il faut surtout travailler sur le taux d'emploi, etc. Ouais. Donc on a quand même un glissement, et le programme du RN, d'ailleurs même peut-être en 2027, ne sera pas le même que celui en 2022 sur cette question. Oui, effectivement, la campagne, elle ne fait que démarrer. On va rappeler l'impopularité, Gaël, du Premier ministre. Je vais vous laisser nous donner les chiffres, parce qu'elle est assez... presque historique, une impopularité record. Pas presque, elle est absolument historique. Quand on interroge les Français en leur demandant quelle opinion ils ont de François Bayrou en tant que Premier ministre, ils sont 77% à estimer que c'est un mauvais Premier ministre, et 22% à dire que c'est un bon Premier ministre. 1% ne se prononce pas, donc il clive. Oui. Historique parce que depuis plus d'une dizaine d'années qu'Odoxa effectue des mesures sur la popularité des Premiers ministres et des présidents. Aucun Premier ministre n'a atteint de niveau aussi faible, sauf, vous voyez sur le graphique, on voit qu'il progresse de 2 points par rapport au mois dernier où il était tombé au record d'impopularité absolue, François Bayrou. En fait, seul lui-même a été plus impopulaire. D'accord. Et quand on compare avec des instituts qui ont des mesures plus anciennes et des questions comparables, on se rend compte que finalement, même Édith Cresson
n'était pas tombé à des niveaux aussi bas. Pour rebondir sur ce que vient de dire Aurore, effectivement, le problème du Rassemblement national, on sent bien que politiquement, ils peuvent penser qu'ils n'ont pas intérêt à aller chercher une censure, mais le problème, c'est l'électorat. Et quand on regarde ce que nous disent les électeurs du RN, à la fois sur François Bayrou, ce sont les plus sévères, pire que les LFistes. On est à 90% de mauvaises opinions, de sympathisants du RN qui estiment que c'est un mauvais Premier ministre. C'est le pire niveau enregistré dans toute la population. Et vous l'avez dit, la réforme des retraites, les 62 ans, c'est effectivement un sujet très important pour une majorité de Français, mais peut-être plus encore pour les catégories populaires auxquelles appartiennent de nombreux électeurs du RN. Donc ça va être compliqué d'aller contre ces électeurs si vraiment ils le réclament à corps et à cri. Sophie. Oui, ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, on en est encore, en tout cas dans les jours qui viennent, vers une montée de la tension. On n'est pas complètement à l'issue des affaires. C'est en tout cas ce que nous disent les proches de François Bayrou, qui nous disent qu'il y a encore du temps pour discuter et ils mettent la balle dans le jeu du MEDEF en disant « Regardez, le Parti socialiste fait monter la pression, mais c'est le MEDEF qui va décider si oui ou non ils font basculer. » L'entourage de François Bayrou met le poids sur le MEDEF en disant « Attention, ça va coûter beaucoup plus cher à la France de ne plus avoir de gouvernement et d'obliger à la dissolution plutôt que de revenir sur quelques mesures de pénibilité. » Et c'est pour ça que cette séquence, elle est particulièrement intéressante parce qu'elle est on est à la fois dans le jeu des négociations entre le patronat et les organisations syndicales, et puis dans l'impact politique direct. Écoutez, tiens, là-dessus, ce qu'expliquait ce matin sur TF1 la secrétaire générale de la CFDT, Marie-Lise Léon, qui fait porter une responsabilité très claire sur le MEDEF. Hier, on a fait le constat que les organisations patronales et le MEDEF en particulier ne voulaient pas reconnaître la pénibilité de certains métiers et ne considéraient pas comme juste socialement d'avoir des départs anticipés. Ce qui est important, c'est de se dire qu'il nous a confié cette discussion dans un cadre qui a été quand même mouvementé. Et je pense que c'est important aussi de se dire que le travail des organisations syndicales n'a pas été facilité. On a quand même eu plein de pots de banane tout au long de la discussion et qu'aujourd'hui, c'est important de clore proprement cette discussion. Franck Morel, vous connaissez bien les négociations sociales, vous en avez vécu au sein de ministères ou à Matignon. Est-ce que le MEDEF a décidé de baisser le pouce finalement et de viser François Bayrou? Parce qu'il sait quand même, le patron MEDEF, ce qui va se passer après l'échec de ce conclave. Non, ce qui est surprenant dans cette issue, c'est qu'on est vraiment dans une situation perdant, perdant, perdant. C'est-à-dire perdant évidemment pour François Bayrou, mais perdant aussi pour chacune des deux parties du dialogue social. Et pour les Français. Et bien évidemment pour les Français. Mais perdant pour le patronat, perdant pour les syndicats. Les partenaires sociaux avaient une occasion inespérée de reprendre la main sur le dossier des retraites et même de valoriser le fait qu'ils étaient en capacité de reprendre la gestion des retraites, et ils laissent passer malheureusement cette situation. Donc les responsabilités, elles sont assez partagées parce que de part et d'autre, on a fait des concessions et des concessions assez importantes. Côté syndical, effectivement, la concession la plus notable, c'est celle de ne plus mettre en avant de manière totémique les 64 ans. Et d'accepter qu'on puisse discuter de plein d'autres choses. Côté patronal, il y a eu... On pourrait dire qu'ils sont plus lucides que certains partis politiques. J'assume ma prise de position. Et il le disait en off d'ailleurs, il le disait beaucoup en off. Côté patronal, il lui était demandé des bougées entre guillemets sur l'âge. Il a fait plusieurs bougées sur l'âge. On oublie de mentionner par exemple que la retraite pour incapacité, ils étaient prêts à monter d'un an en arrière, à 61 ans. On oublie de mentionner que sur l'âge de décote, ils avaient accepté 66 ans et demi. Après, il y a eu des débats, effectivement, sur la question de la pénibilité, avec deux aspects. On y reviendra en détail. Prévention versus réparation. Voilà. Il y a le camp de la prévention, le camp de la réparation. C'est un peu plus compliqué que ça. Mais grosso modo, le débat se posait en ces termes. Et puis, modalité de financement. Parce qu'effectivement, il y avait les questions de savoir si on s'en tenait, effectivement, au rythme de revalorisation des pensions qui était plus modéré que prévu, ou s'il y avait des contributions, et notamment des contributions qui pesaient sur les entreprises, ce qui est quand même compliqué dans la période actuelle. Effectivement. Est-ce qu'il y a aussi les regards qui se tournent vers l'Élysée? Est-ce que le président de la République a forcément envie de garder François Bayrou à Matignon?
En fait, on a vu qu'il y avait un jeu, en tout cas, assez trouble, enfin, entre François Bayrou et Emmanuel Macron. Il y a eu déjà toute l'histoire autour de sa nomination, la façon dont il y a eu à moitié... la façon il ne dont le voulait pas. Tordu le bras, tout à fait. Mais en même temps, il y avait, je trouve, quelque chose qui relevait aussi de la communication, qui arrangeait bien à un moment les deux, d'avoir ce jeu et ce bras de fer. Parce que finalement, un Premier ministre qui joue le rôle de paratonnerre, qui en plus fait montre d'une certaine indépendance face à un président dont les Français ont déclaré qu'il ne voulait plus, en tout cas qui a perdu les élections législatives, ça pouvait aussi, par ricochet, servir Emmanuel Macron. Effectivement, à un moment, Emmanuel Macron, on l'a vu plusieurs fois, a glissé, je dirais, des petites peaux de banane à François Bayrou, n'a pas tout à fait en sorte aussi qu'il ait les coups des franches, a parfois d'ailleurs parlé à sa place, enfin, ou même favorisé, d'ailleurs, il y a eu à un moment un jeu qui s'est aussi installé avec Bruno Retailleau, où on voyait qu'il y avait une ligne, une communication entre Emmanuel Macron et Bruno Retailleau, et que c'était François Bayrou qui en était la victime, et qui se retrouvait un petit peu doublé par son ministre de l'Intérieur, on y reviendra, si puissant et si omniprésent. Mais c'est vrai que... Mais c'est pas Emmanuel Macron qui incite Patrick Martin, le président du MEDEF, à claquer la porte des négociations ou à faire en sorte qu'elles n'aboutissent pas. On n'est pas dans ce machiavélisme-là, d'après vous? Alors, je ne prêterai pas, je ne suis pas dans la tête d'Emmanuel Macron, mais néanmoins, en tout cas, le fait d'avoir un Premier ministre comme ça qui, j'irais, est un petit peu dans la panade, qui est plus impopulaire que lui, ça ne doit pas non plus lui déplaire. La question, par contre, c'est qu'à partir du moment où François Bayrou tombe, peut-être pas sur cette question du conclave, mais au moment du budget, parce qu'il y a quand même ce gros morceau qui arrive, par qui il sera remplacé? Qu'est-ce qui se passe? On repart à zéro, et on l'avait dit, on a peut-être un petit peu oublié parce que l'actualité politique va tellement vite ces derniers mois, mais là, on disait que François Bayrou était véritablement la dernière chance d'Emmanuel Macron. Il y avait Sébastien Lecornu. Oui, mais je veux dire, la dernière nomination, que s'il tombait, ensuite la question de la démission et justement d'Emmanuel Macron reviendrait évidemment. Elle était quand même assez haute. Il y avait, je pense, 66% des Français qui n'y étaient pas hostiles au moment où François Bayrou a été nommé et constitué péniblement son gouvernement. Donc effectivement, cette question-là, elle revient. Après que Emmanuel Macron, je terminerai là-dessus, ne veut pas qu'on touche à ces réformes. Et là, surtout à celle-là. Et il y en a beaucoup, quand même, qui ont été retouchés. Tout son bilan écologique, il disait ce quinquennat sera écologique ou ne sera pas. Est-ce qu'on va dire qu'il n'est pas Eh bien, la réforme des retraites, il l'est beaucoup moins. La réforme des retraites, c'est sa réforme. C'est celle qu'il a imposée envers tout et contre tous. Et aujourd'hui, si François Bayrou avait réussi son pari, effectivement, ça n'aurait pas fait plaisir à Emmanuel Macron. Il n'est pas complètement perdu, parce qu'il y a peut-être une petite opportunité, j'essaye d'être optimiste, pour que les partenaires sociaux reviennent à une table de discussion. Mais est-ce que, toujours sur la popularité, Gaël Slimane, est-ce que François Bayrou tire Emmanuel Macron vers le bas ? Non, pas spécialement. Effectivement, vous l'avez dit, on a un président qui peut se réjouir égoïstement en voyant enfin un de ses premiers ministres nettement moins populaire que lui, et pourtant c'est une performance parce qu'il est très impopulaire, Emmanuel Macron. À titre d'exemple, dans notre dernier baromètre politique, on est à 72% de Français qui estiment que c'est un mauvais président et 28% que c'est un bon président. Ce qu'on observe, pour répondre à votre question, Thomas, c'est qu'il n'est pas tiré vers le bas parce qu'en réalité, il y a un malentendu. Les Français, après la dissolution, considéraient qu'Emmanuel Macron, ayant perdu les élections, il devait entrer en cohabitation et surtout cesser de vouloir s'immiscer dans les affaires de politique intérieure. Sur l'économie, sur le social, sur les retraites, ils estimaient que, compte tenu de l'Assemblée, qui avait repris une part de pouvoir, c'était à elle de décider, et à elle, comme il est d'usage dans les institutions de la Ve République, d'imposer au président de la République le Premier ministre qu'il allait non pas choisir, mais nommer. Voilà quel était le film pour les Français. À partir du moment où Emmanuel Macron a refusé ce scénario et a donné le sentiment qu'il allait imposer coûte que coûte un Premier ministre, fût-il un Premier ministre du bord politique le plus fragilisé par le résultat législatif, en l'occurrence LR, il y a eu un malentendu avec l'opinion. Oui. Et ce qui est dommage pour Emmanuel Macron, c'est que ces dernières semaines, il était en train de remonter la pente, il gagnait des points comme il n'en avait pas gagné depuis la dissolution, parce qu'il était sur l'international, et en plus sur des positions qui étaient complètement en phase avec l'opinion, à savoir essayer de mettre fin au conflit à Gaza, y compris s'il le fallait en prenant des sanctions contre Israël, pourquoi pas reconnaître la Palestine, il avait annoncé qu'il allait le faire. Et puis patatras, arrivent les frappes israéliennes sur l'Iran,
Et là, il passe au second plan, donne le sentiment à nos concitoyens qu'il est à la traîne, et il redégringole, il rebaisse de nouveau. Et c'est ça vraiment son sujet, plus que d'avoir un Premier ministre qui le tirerait vers le bas. Ce qu'on pourrait dire d'ailleurs de toute la diplomatie européenne, mais ça, ce sera l'un des chapitres de notre second débat. Alors, je suis sûr qu'il y a beaucoup de nos téléspectateurs, téléspectatrices là, qui nous regardent, disant, ok, très bien, vous parlez de politique, mais sur cette réforme des retraites, est-ce qu'il y a oui ou non des améliorations qui ont été discutées, négociées par les partenaires sociaux? Est-ce que ça peut changer ou non mon quotidien dans les prochaines années? Justement, on va en parler de ces points de détail qui étaient négociés dans la réforme avec Quentin Calmet. Tout de suite, bienvenue Quentin, puisqu'il y a quand même des négociations entre partenaires sociaux qui étaient très avancé. On a commencé à l'évoquer, mais je veux bien que vous nous donniez les détails. Oui, l'accord pouvait être possible, c'est ce qu'a dit ce matin Cyril Chabagnier de la CFTC. On avait à la fois réussi à améliorer la situation de centaines de milliers de salariés et d'avoir des comptes à peu près équilibrés à l'horizon de 2030. C'est ce qu'a dit ce matin ce syndicaliste sur France Info, les représentants des salariés qui dénoncent l'attitude du MEDEF et qui appellent le patronat à changer d'avis pour avoir cet accord entre partenaires sociaux. Alors, que sait-on des éléments qui étaient sur la table, juste là, à la fin de la négociation de ce conclave? Déjà, on peut dire que l'âge de départ n'était plus sur la table des négociations. C'est donc bien l'âge de départ à 64 ans qui va s'appliquer pour les salariés nés à partir du 1er janvier 1968. Il y a 3 points qui étaient au cœur de l'accord tout près d'être trouvé entre partenaires sociaux. Les carrières des mères de famille, la pénibilité et l'âge d'annulation de la décote. Et c'est à moi, faisons dans l'ordre, on va évoquer les femmes ayant eu des enfants. Voilà, ce point était le plus consensuel, on peut dire, Thomas. Il était question de revaloriser les pensions en fonction du nombre d'enfants. Pour les femmes ayant eu un enfant, la retraite serait alors calculée sur les 24 meilleures années. Pour celles en ayant eu 2, elle serait calculée sur les 23 meilleures années, ce qui mécaniquement augmente le montant des pensions. Alors, le deuxième sujet, c'est la pénibilité, et c'est là que ça se complique. Oui, syndicats, patronat qui travaillaient sur une prise en compte du port de charges lourdes, des vibrations mécaniques et des postures pénibles. Un sujet majeur pour la CFDT qui milite pour cette avancée depuis des années. L'idée serait de mettre en place un système de points, mais sur ce thème, il y avait visiblement de la friture sur la ligne. Quant à la reconnaissance de l'usure professionnelle, les syndicats qui plaidaient pour des départs anticipés à la retraite, le MEDEF qui proposait d'autres compensations comme de la prévention ou des aides à la reconversion avec les points cumulés. Et puis le troisième volet concerne l'âge d'annulation de la décote. Là aussi, ça a négocié ferme. Voilà, le texte qui était sur la table des partenaires sociaux qui envisageait un avancement à 66,5 ans de l'âge de départ sans décote contre 67 ans avec la réforme actuelle. Actuellement, vous devez travailler 172 trimestres, soit 43 ans pour pouvoir partir à la retraite avec, sans pénalité sur le montant de votre retraite. L'idée d'avancer l'âge de la décote était défendue en particulier par la CFTC et même en la passant de 67 à 66,5 ans, ça n'a pas fonctionné alors que les syndicats voulaient 66 ans. Oui, merci beaucoup Quentin pour tous ces détails. Alors j'étais un peu perturbé parce qu'en fait je voulais qu'on écoute François Bayrou, le Premier ministre, qui ce matin, après l'échec du conclave, a essayé de remettre un peu de charbon dans la locomotive. Je pense qu'on a cette réaction de François Bayrou. On l'écoute. Je peux naturellement comprendre qu'on constate un échec lorsqu'on est sur des positions radicalement différentes ou opposées. Mais je ne peux pas accepter sans réagir qu'on se satisfasse d'échouer si près du but. Je considère donc que notre devoir est de ne pas baisser les bras et de tout faire pour permettre de dépasser un tel blocage. Alors, le MEDEF, pas seulement d'ailleurs, les syndicats qui continuent de négocier, est-ce qu'ils peuvent revenir à la table des négociations ? Ça semble un peu surréaliste, cette question, et ça fait plus de 4 mois qu'ils discutent. Ils se sont exprimés aujourd'hui pour répondre plutôt par la négative à cette question, mais vous savez, en matière de dialogue social, il faut jamais, on n'a jamais de non définitif. Ça a été souligné à plusieurs reprises, les positions se sont quand même rapprochées au fil des semaines de discussion. Et le Premier ministre l'a dit fort justement, on n'était pas loin d'un atterrissage. Les points de crispation, ils sont ceux que vous avez évoqués tout à l'heure, mais il faut mentionner aussi quand même la question du financement. Qui est quand même aussi un autre point essentiel. Il y avait 2 volets dans le financement. Il y avait le financement permettant de faire face
au fait que le régime de retraite ne sera pas à l'équilibre dans les prochaines années, donc indépendamment des avancées qui ont été mentionnées. Et puis il y avait le financement des avancées en question. Et donc sur ces deux volets, il y avait d'un côté la question du rythme de revalorisation des pensions, qui n'aurait pas pu être politiquement présenté comme finançant les avancées, mais plutôt comme finançant le retour à l'équilibre, vis-à-vis du passage au Parlement notamment. Et puis après, il y avait le financement des avancées en question. Et là, ce qui était sur la table, c'était un resserrement du dispositif carrière longue. Ce qui veut dire qu'il fallait que les organisations syndicales acceptent, et elles avaient commencé à le faire, mais dans quelle proportion, acceptent de considérer que le dispositif carrière longue, qui permet, pour expliquer à nos auditeurs, qui permet à quelqu'un qui a démarré très tôt dans la vie active de partir plus tôt en retraite, mais uniquement sur des critères arithmétiques, c'est-à-dire sur des critères de durée de vie active, et pas du tout sur des critères de job exercé, de nature des tâches effectuées. De pénibilité ou pas. Exactement. Et donc l'idée était de resserrer effectivement un peu les paramètres de ces carrières longues pour pouvoir justement aller sur le terrain, cette fois, de la prise en considération des tâches effectuées. Alors, sur les tâches effectuées, il y a un débat qui est vieux comme le quinquennat de François Hollande, puisqu'il faut se souvenir que la question du port de charges lourdes des postures pénibles a pollué tout le quinquennat de François Hollande. Pourquoi ? Parce qu'on avait un problème de mesure selon, par exemple, les ports de charges lourdes, selon que vous poussiez, que vous tiriez, que vous souleviez, il y avait 3 seuils différents. Donc il fallait un chronomètre derrière chaque personne pour mesurer. Ça n'a pu être mis en place. Et c'est toujours impossible aujourd'hui. Et c'est pour ça que ces 3 critères en 2017 ont été enlevés. C'est pas par plaisir, c'est parce qu'ils n'étaient pas praticables. Les organisations syndicales ont acté cette impossibilité, il a fallu le chemin, et sont allées plutôt sur une posture qui consistait à raisonner métier. C'est-à-dire, on ne va pas mesurer, on va prendre des métiers très accidentogènes et on va partir des métiers. Mais avec quand même quelque chose d'assez compliqué pour ne pas être dans ces métiers-là lorsqu'il y avait des efforts de prévention. Donc on retombe. Après, il y a un autre débat qui a été mis sur la table, c'est prévention versus réparation. C'est important. Prévention versus réparation, je vous redonne la parole dans un instant si vous voulez bien, parce que je voudrais qu'on discute sur... Moi, je vois aussi ce décalage entre les débats qui pourraient revenir au Parlement, normalement, ou qui finalement, parce que c'est ce qui est le plus simple, là, il y a certainement une partie des téléspectateurs qui disent « Oh là là, c'est quand même compliqué, on parle de décodement, etc. » C'est 62 ans ou pas, quoi. Et on va revenir sur ce débat ultra simpliste si ça revient au Parlement. Oui, mais ce débat, il n'a jamais vraiment eu lieu. Et je pense qu'il a toujours lieu, en fait, de façon détournée. Alors, on entend effectivement depuis maintenant plusieurs mois, par différents biais, puis surtout ce débat sur la dette et sur le financement globalement de notre modèle social. Mais c'est vrai que on n'a pas... Les parlementaires ont été quand même privés de débat. Parce qu'il y a eu 49.3, etc. Exactement. Et ce débat, disons, sur les modalités, même là, qui n'a pas abouti, je pense que le Parti socialiste, effectivement, a raison de demander quand même qu'il puisse avoir lieu devant le Parlement. Il ne sera pas qu'autour de l'âge, parce que quand on entend, effectivement, là, aujourd'hui, on a la position, globalement, d'un côté de la CFDT, des autres, et du MEDEF, qui n'a pas voulu lâcher grand-chose, quand même, sur ces questions, notamment du travail des femmes et de la pénibilité, comme on le disait. Et ça, je pense que c'est des questions sur lesquelles les gens se sont concernés. Tout à l'heure, votre reporter Quentin disait que pour les femmes, de passer des 25 meilleures années aux 23, ça compterait pour 50% des femmes. Donc c'est quand même pas du tout marginal. Et ça, c'est aussi des vrais débats. D'où une frustration de passer à côté, peut-être de peu, avec ce conclave. Pas pour le MEDEF, quand même. Si, sur ce point, c'était un point qui était accepté. Après, c'est un accord global. C'est ça la difficulté. Mais sur ce point, il y avait consensus. Oui, donc on peut se dire que là, on est en train de passer à côté d'une opportunité d'améliorer la réforme. Peut-être pas suffisamment au lieu des Français qui espèrent encore revenir à 62 ans. Mais justement, Gaël Siman, est-ce qu'ils l'espèrent vraiment ? Parce que est-ce qu'il n'y a pas une part de lucidité de l'opinion en se disant, bon, ok, on entend des responsables politiques nous dire on va revenir à 62, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une majorité de Français qui sont conscients que c'est très compliqué ? Alors, en fait, il y a un malentendu énorme entre la classe médiatique et politique d'une part et l'opinion publique. On a un baromètre retraite qu'on suit chaque année, qu'on réalise avec Groupama, auprès de plusieurs milliers de personnes. Les gens nous disent de plus en plus qu'évidemment, la démographie fait qu'il faudra que nous travaillions plus pour les retraites. Donc ce débat-là, il est parfaitement entendu. Ce qui fait que les personnes qui soutiennent l'augmentation de l'âge légal de départ à la retraite disent les Français ne comprennent pas. Ça n'est pas vrai. Factuellement, c'est même
complètement faux. Mais les gens nous répondent quoi dans ce baromètre? Ils nous disent, mais les amis, il y a une réforme qui existe, qui s'appelle la réforme Touraine, qui porte sur la durée de cotisation. Arrêtez par pitié de nous mettre des tableaux comparatifs sur les pays européens en disant « Regardez, en France, on part plus ». Ce qui est factuellement faux. En réalité, les Français ont parfaitement intégré que si on joue sur la durée de cotisation et si vous voulez partir avec une retraite à taux plein, eh bien, comme vous avez commencé à travailler, si vous avez beaucoup de chance de manière continue de nos jours, à 22, 23 ans, et que vous devez cotiser 43 et peut-être bientôt et 44 et peut-être bientôt 45 ans, vous partirez à 67 ans. Les gens l'ont intégré. Quand on fait dans notre sondage des souhaits de départ à la retraite, on voit que l'âge souhaité augmente parce qu'ils anticipent que ce sera plus tard, mais ils souhaitent partir un peu plus tôt qu'ils ne le prévoient. Et ils nous disent qu'ils pronostiquent de partir à 66 ou 67 ans. Donc le vrai problème, ce qui n'a pas été mis sur la table, c'est l'explication qui exige, on l'a entendu de la part d'experts, pourquoi passe-t-on de la durée de cotisation qui était prévue, et dans la réforme Touraine, il était prévu aussi que celle-ci augmente au fur et à mesure du vieillissement de la population. Pourquoi faut-il passer de la durée de cotisation à l'augmentation de l'âge légal? Ce qui crée tout un tas d'injustices, puisque les personnes qui ont commencé à travailler plus jeunes, ça les gens l'ont parfaitement en tête, si vous avez commencé à bosser, sans parler des critères spécifiques sur les 18 ans ou moins, mais si vous avez commencé à travailler à 20 ans ou 21 ans, par rapport à quelqu'un qui vient d'un milieu plus aisé, qui a pu faire des études longues et qui a commencé à travailler à 27 ans, il n'y a pas de raison que vous cotisiez plus que cette personne-là. C'est ça le vrai sujet. Et c'est ce qui manque, et je rejoins ce que disait Aurore, dans le débat parlementaire. Parce que pour le coup, et j'anticipe peut-être ce que vous allez dire, dans un débat parlementaire, je fais un certain nombre d'émissions économiques où des experts vous expliquent pourquoi ils estiment qu'il faut jouer sur l'âge légal, que ça a un effet plus immédiat. Il y a tout un tas de raisons données. Mais l'opinion publique, ça, elle ne l'a pas entendu. Et c'est ça qui manque. Un mot là-dessus, et puis ensuite on ouvre le chapitre Édouard Philippe, parce qu'il y a derrière ça, il y a qui tient un discours de vérité, de lucidité. Ça fait partie des argumentaires de certains hommes politiques. La raison numéro 1 pour laquelle l'âge légal a été privilégié, c'est l'impact du régime de retraite sur le marché du travail. On sait tous que pour financer notre régime de retraite, il faut que le taux d'emploi soit amélioré. Et on sait tous, et ça a été vérifié, que le signal envoyé au marché du travail par l'âge légal, ça a été vérifié en 2010, ça a été vérifié en 2003, produit par lui-même par un ajustement des comportements des acteurs économiques. Ça peut être contre-intuitif, mais c'est vérifié, documenté, un allongement de la durée d'activité des seniors. Alors après, on peut rentrer dans le détail sur le fait de savoir si c'est plus juste ou moins juste. Je pense que la durée de cotisation n'est pas forcément, dans un certain nombre de situations, plus juste par ailleurs. Il y a une légende urbaine autour de ça, que l'âge légal. Donc, il y a vraiment... Vous avez un jeu notamment sur les salariés du secteur public qui bénéficient de points. Non, mais tous ces débats-là, c'est ce qu'il faudrait avoir à l'Assemblée, en fait. Mais le débat sur le travail des seniors, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup de seniors qui sont pas en retraite et qui sont, d'ailleurs, qui ont des prestations, qui sont au chômage et qui ne sont pas, qui ne sont plus en emploi. Qui sont de fait exclus du marché du travail. Exactement. Et la réforme, d'ailleurs, des retraites est venue sans solution particulière par rapport à cette question, justement. À part, peut-être que vous dites, cette idée peut paraître quand même être un peu pieux que l'effet d'âge... C'est pas un peu pieux, c'est vérifié. Oui, mais... C'est vérifié. Après, il faut le compléter par d'autres mesures, vous avez raison. Mais c'est pas un peu pieux, c'est vérifié. Bon, on va s'intéresser à Édouard Philippe, et je me tourne vers vous, Sophie, puisqu'il se montre quand même, l'ancien Premier ministre, exigeant vis-à-vis des Français dans son discours. Oui, il y en a quelques-uns qui montent au front comme on monte sur un ring, ou le contraire. En tout cas, il y a 3 semaines, Édouard Philippe a sorti un livre aussi sec qu'accrocheur, écrit en bleu clair sur fond foncé bleu marine, Le prix de nos mensonges. C'est chez Jean-Claude Lattès, et il est sans doute mieux écrit que la moyenne des livres politiques, que les politiques d'ailleurs n'écrivent pas eux-mêmes pour la plupart du temps, sauf peut-être le maire du Havre qui a quand même une bonne plume, mais je préviens tout de suite, moi je ne l'ai pas lu. Ah bon, pourquoi vous ne l'avez pas lu? Parce que c'est livre d'engagement en campagne, je suis désolée, mais moi j'ai un peu du mal, et c'est pire qu'un somnifère. Mais bon, c'est surtout le titre de ce livre, cette promesse d'une opération vérité.
Sans doute ai-je un cœur trop habitué pour pouvoir y croire, mais ce livre est un appel à la lucidité, n'est-ce pas, prévient l'éditeur, et l'ancien Premier ministre, qui est candidat à la présidentielle de 2027 depuis bientôt 1 an, le confirme, je le cite, « Nous nous racontons des histoires jolies, des histoires rassurantes, des histoires glorieuses parfois, de celles qui aident à s'endormir ou qui nous empêchent de proposer au pays des solutions utiles. Je tourne mes yeux vers les retraites, pendant que nous mentons, les autres avancent. » En d'autres mots, eh bien, réveillons-nous, Thomas. Il était en dédicace encore ce samedi chez son camarade Philippe Augier, maire Horizon de Deauville, et va sans doute parcourir la France des Leclerc et des librairies indépendantes pendant tout cet été. Donc on peut parler d'une sorte d'opération séduction. Oui, sauf que Édouard Philippe, visiblement, tente de boxer les Français. C'est son sport préféré, mais entre embrasser ou boxer, je vais vous dire, il faut choisir. C'est d'ailleurs le drame de la politique, surtout aujourd'hui, alors qu'on a besoin de boxeurs et de courageux, mais que personne n'en veut, même pas des arts martiaux mixtes, vous savez, les MMA qui sont très à la mode. Ça, c'est particulièrement violent quand même. Absolument. Mais, bon. Oui. Mais on ne sait pas de quoi on a besoin. Résultat, il chute, en tout cas dans le dernier baromètre Odoxa, moins 4 points, son plus bas niveau, donc depuis près de 4 ans. On pourrait dire qu'il est le plus grand perdant de la primaire LR. Il est à 33%, 2 points derrière les faux jumeaux Jordan Bardella et Marine Le Pen, surtout à égalité avec un rival dont il est dit qu'il ne représenterait que le cercle étroit de la droite Trocadéro, c'est Bruno Retailleau. Et comme les ennuis, pour rester poli, volent souvent en escadrille, eh bien, Édouard Philippe est aussi visé ces derniers jours, ces dernières heures, par une nouvelle plainte pour détournement de fonds publics et favoritisme. Une seule chose, Thomas, l'avantage, c'est que quand on part tôt en campagne, eh bien, il y a toujours des retournements possibles. Effectivement, il y a encore de longs mois avant la présidentielle. Alors, je pense qu'on a vu les chiffres du baromètre, mais il y a quand même ce regroupement, effectivement. Bon, il y a le binôme RN en tête, mais il y a un regroupement Retailleau-Philippe Darmanin. Comment vous l'analysez, Gaël? Oui, il y a quand même... Il y a ce regroupement, il y a quand même l'effet, pour la première fois, ça fait des années qu'on mesure depuis quasiment qu'il a quitté Matignon. Quand je viens sur ce plateau, il y a un truc habituel que je dis toujours, c'est évidemment le numéro 1. Alors ne parlons pas du numéro 1. Édouard Philippe, constamment depuis des mois et des mois et des mois. Il lui était déjà arrivé symboliquement de se retrouver dépassé une fois par Marine Le Pen, une fois par Jordan Bardella, mais jamais par les deux à la fois, jamais en enregistrant une chute aussi forte, jamais en ayant un tel écart avec eux en cote d'adhésion. Et puis, il y a l'autre phénomène, parce qu'à la limite, il ne brigue pas les mêmes électeurs. Ce qui est plus fâcheux pour lui, c'est ce qui se passe avec Bruno Retailleau. Absolument. Bruno Retailleau, ils sont à égalité aujourd'hui. Si on nous avait dit, il y a de ça 8-9 mois, qu'on allait voir Bruno Retailleau au même niveau qu'Édouard Philippe en termes de cote d'adhésion, ce qui est un peu plus fort que de la popularité, on aurait été très surpris, moi le premier, sachant qu'en popularité simple, bonne opinion versus mauvaise opinion, on a fait un sondage pour Le Figaro il y a une dizaine de jours, et Retailleau est passé devant lui symboliquement. Alors, il y a une part de justice, j'ai envie de dire, dans le fait que pendant très longtemps, les Français avaient le sentiment qu'on n'entendait plus, qu'on ne voyait plus Édouard Philippe. Donc il paye peut-être le fait d'avoir donné le sentiment qu'avait pu donner son mentor Alain Juppé à un moment, d'être très haut dans les sondages et de se dire « je mène 2-0, il reste 10 minutes de jeu avant la fin du match ». Je joue la défense et on attend de voir. Ça, ce serait la forme de justice, même s'il la répare aujourd'hui avec cette sortie. Et puis, il y a une forme d'injustice, parce qu'on a un gros baromètre sur la sécurité qu'on publie aujourd'hui dans le Figaro aussi, avec le groupe Goron Sécurité, où on teste le sentiment des Français sur la sécurité. Jamais il n'a été aussi mauvais. Jamais les Français ne nous ont dit qu'ils craignaient autant la délinquance. Jamais ils ne nous ont dit, à ce point, qu'ils étaient mécontents de la politique du gouvernement actuel en matière de sécurité. Et pourtant, ça ne rejaillit pas sur la cote de Bruno Retailleau. Ah non, c'est pas que ça ne rejaillit pas, c'est que ça profite à Bruno Retailleau. C'est-à-dire que dans les mêmes mouvements, ils nous disent, alors la sécurité et le gouvernement est vraiment nul, mais il y en a un qui est formidable, dis donc, c'est le ministre de l'Intérieur, alors qu'il est en charge du sujet. Mais c'est pas nouveau. On avait observé la même chose pour Nicolas Sarkozy en 2005, au moment où les Français étaient extrêmement inquiets, où il avait dit voulez que je vous en débarrasse de cette bande de racailles, vous vous souvenez de cette phrase. Donc ça veut dire ça avait provoqué les émeutes. Eh bien, la popularité de Nicolas Sarkozy s'était envolée. Ça veut dire que les Français considèrent que Bruno Retailleau n'a pas vraiment les mains pour faire ce qu'il Alors, souhaite. Ça veut dire qu'ils peuvent entendre cet argument. Ça veut dire aussi que le seul sujet où ça joue, c'est la sécurité. Ça ne marche pas sur le pouvoir d'achat, ça ne marche pas sur le chômage, ça ne marche pas sur les autres sujets. Mais en matière de sécurité, si vous avez un discours martial très fort,
vous en profitez, surtout si vous n'avez pas de résultat. Alors, on peut aussi se dire que, si on regarde un peu l'histoire de nos présidentielles, le favori 2 ans avant, il gagne rarement. Donc c'est une bonne nouvelle pour Édouard Philippe. Donc c'est peut-être une bonne nouvelle pour Édouard Philippe de ne plus porter le maillot jaune, votre avis? Non mais c'est pour ça qu'il faut garder beaucoup de recul par rapport à tout ça, parce que vous citiez tout à l'heure effectivement les chiffres qui étaient constatés il y a quoi? Il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois, les chiffres d'aujourd'hui, donc il faut regarder ce qui va se passer dans la durée. Ce qui est important surtout, de mon point de vue, c'est de rester fidèle à ce en quoi on croit, rester fidèle au message qu'on veut envoyer. Et à travers le livre qu'Édouard Philippe vient de publier, Le prix de nos mensonges, on a quelque chose qui correspond profondément à sa nature, à ce qu'il croit. Quand on regarde les thèmes qui sont mis sur la table, la question de la démographie... Est-ce que les Français ont envie de l'entendre? C'est ça. Est-ce que les Français ont envie de l'entendre? On le saura le moment venu. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de ne pas se cacher, de ne pas biaiser avec la réalité de ses convictions. Après, chacun choisira. Et c'est ça, à mon avis, qui est important. Et je pense que sur longue période, c'est payant. On verra, effectivement, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Mais est-ce que c'est aussi lié, cette chute dans les sondages, on va essayer aussi de prendre un peu de distance, avoir Malval, à une sortie, alors j'allais dire de l'ambiguïté, c'est peut-être un peu dur pour Édouard Philippe, mais en tout cas, voilà, plus il avance, plus il donne des clés, plus effectivement il va sur le terrain des difficultés et des efforts qu'il va peut-être demander aux Français, plus c'est compliqué de les convaincre. Moi, je pense tout à fait. C'est-à-dire que je pense qu'en fait, il est peut-être même encore plus haut, encore aujourd'hui, que ce qu'il devrait être finalement. C'est-à-dire qu'avant, il était vraiment, je pense, surestimé dans les sondages parce qu'il ne faisait pas grand-chose, parce que les gens avaient plus ou moins un bon souvenir, en tout cas, de lui, et que dans le contexte actuel, il apparaissait comme une opportunité crédible et qui pouvait satisfaire un certain nombre d'électeurs, je dirais, de droite et du centre droit, même une toute petite partie peut-être du centre-gauche. Mais en fait, en sortant justement de cette ambiguïté, en ayant un discours en plus qui double celui aussi du gouvernement actuel et de François Bayrou, justement par rapport à cette question de la dette, par rapport au côté il faut faire des efforts. Je pense qu'il y a un discours qui est effectivement extrêmement dur. Alors lui, il dit que c'est le prix de la clarté et ne nous mentons pas, etc. Mais je pense qu'il y a quand même de l'autre côté, il faut bien penser comment c'est reçu cette phrase « faites des efforts » et par des Français qui font des efforts tous les jours en fait pour boucler leur fin de mois. Ils n'ont pas du tout l'impression de se la couler douce et d'avoir finalement bien profité et de devoir être un petit peu comme la fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi. C'est un petit peu ce côté, je pense aussi, moralisateur dans un contexte de crise qui a des difficultés à trouver son public, c'est pas nouveau. Je dirais que ses prédécesseurs qui ont tenté des aventures comme ça, présidentielles, je pense à par exemple Raymond Barre en son temps, qui était aussi très axé sur l'économie et sur ce discours de vérité, un peu à la Thatcher aussi. On n'est pas en Angleterre et ça n'a pas fonctionné, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc peut-être qu'effectivement, Édouard Philippe paye cela. Et de l'autre côté, on a Bruno Retailleau qui, lui, a réussi à être à l'intérieur d'un gouvernement tout en étant totalement à l'extérieur et en se dissociant en fait du marasme de ce gouvernement, en expliquant qu'il était empêché de faire effectivement son rôle de ministre de l'Intérieur par tout un tas de structures, vous l'avez dit tout à l'heure. Je pense que ce discours-là fonctionne, en tout cas sur une partie des Français. Bon, et on ressort toujours la phrase de Churchill, le sang, la sueur et les larmes. Est-ce qu'on peut gagner une présidentielle en promettant ça aux Français ? Alors, je ne reprendrai pas la phrase de Churchill, le sang, la sueur et les larmes, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est en étant lucide sur les difficultés auxquelles on a à faire face et sur la réalité des solutions qu'il convient de déployer. Et ça, je pense que les gens peuvent l'entendre. On ne les prenne pas pour des idiots, en réalité. Un appel à la responsabilité des Français. Exactement. Oui, est-ce qu'il est toujours associé, malgré tout, à Emmanuel Macron dans l'esprit des Français? Alors, ce qui est formidable pour Édouard Philippe, c'est qu'il arrivait à ne pas être si tant associé que ça à Emmanuel Macron, et y compris au pire moment où les Français étaient mécontents de mesures incarnées par Emmanuel Macron, alors qu'elles émanaient plutôt d'Édouard Philippe. On peut penser aux gilets jaunes, à la taxe sur les carburants, aux 80 km/h. Ça n'était pas du tout reproché à Édouard Philippe. Non, son espoir, c'est de devenir François Fillon après avoir été le fils spirituel d'Alain Juppé. François Fillon, avant de chuter sur l'affaire des costumes, eh bien, après la primaire de la droite, il était l'archi-favori de la présidentielle, en promettant lui aussi du thatchérisme. C'est le seul cas de figure. Merci beaucoup à tous. Votre livre, Franck Morel, coécrit avec Bertrand Martineau, Le travail et la solution, publié aux éditions Hermann Aurore Malval.
on vous dit dans Marianne, évidemment. Et on retrouve le baromètre Odoxa sur publicsénat.fr ou chez nos confrères de la presse quotidienne régionale, évidemment, avec notamment des questions autour des municipales et du rôle des maires et de la proximité ou pas des électeurs français et des citoyens avec leurs maires. Merci et à bientôt sur Public Sénat.